Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Alors nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de parler du divorce à la lumière de la réforme entrée en application au 1er janvier 2017, mais pour divorcer, il faut qu'il y ait un acte de mariage au préalable. Et pour débattre avec moi de ces questions de vie matrimoniale, de vie maritale, de famille, un spécialiste qui n'est pas juriste, une fois n'est pas coutume, Jacob Azéroal, bonsoir. Bonjour. Je rappelle souvent que le mariage et le divorce sont des notions très complexes, qui ne sont pas que juridiques, qui ne sont pas que psychologiques, psychanalytiques, qui ne sont pas que sociales, mais finalement, le mariage, l'institution matrimoniale qui donne naissance aux enfants et à la famille, relève finalement d'une mixité de ces disciplines. On a à la fois, bien évidemment, des notions juridiques, mais aussi des notions psychologiques et psychanalytiques. Et nous allons, avec vous, dresser peut-être un tableau, puisque nous avons une demi-heure ensemble. Nous aurons le temps d'expliquer ce que peut représenter le mariage sous ce prisme global, général, et puis également, parce que certains mariages, on en parlerait également avec vous, ne peuvent être pérennisés, la rupture du lien matrimonial, la séparation, le divorce en droit. Vous viendrez... Excusez-moi, Franck, mais nous sommes déjà dans une période assez morose avec les gilets jaunes qui donnent cet impact de fin du monde, on a l'impression. Et depuis tout à l'heure, tu dis l'aspect juridique, le divorce. On a l'impression que ça déshabille le mariage de tout cet aspect poétique, romantique, bonheur que cela peut avoir. Alors, rappelons quand même que le mariage, c'est une belle chose. Tu as tout à fait raison. Le mariage est une institution, je le disais, magnifique, puisqu'il donne par essence vie à la famille. Mais malheureusement, et nous en parlerons aussi, c'était une présentation du plan avec ces éléments de bonheur les plus globaux, peut-être un bonheur absolu. On va en parler au travers du mariage, mais il est aussi des cas. Et ce sera une thématique qui sera abordée ensemble. Donc, je l'évoquais simplement, ce mariage doit être rompu. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une cassure, une césure dans ce bonheur tel que tu viens de le rappeler. Alors, sous cet aspect, ça peut être intéressant dans le sens que pour moi, la meilleure manière de vivre la vie, de jouir de la vie, de déguster la vie, c'est d'être conscient de la mort et d'intégrer la mort dans sa vie. C'est-à-dire la même chose. La meilleure manière de vivre un mariage, c'est justement d'avoir en veille, en mémoire et garder que malheureusement le divorce peut avoir lieu. Et donc c'est cette idée effectivement que chaque jour est un nouveau jour et que de vivre chaque jour comme un jour unique, que malheureusement ça peut finir, fait en sorte, il y a un film absolument extraordinaire que je conseille vraiment à tout le monde, c'est Amour et amnésie. Amour et amnésie, c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une fille qui est amnésique, c'est-à-dire qui désynchronise dans son cerveau chaque journée. Donc du coup, il est obligé de la reséduire tous les jours. Donc il y a une sorte de renouvellement qui est absolument extraordinaire. Ou encore, je peux citer le film avec la sublime Sophie Marceau, dans Fanfan, où elle dit à Vincent Pérez, qui est aussi un acteur absolument formidable, elle lui dit « Ne t'inquiète pas, je te quitterai tous les matins, tu auras toute la journée pour me reséduire ». C'est-à-dire qu'en fait, en effet, la meilleure manière de vivre un mariage, c'est non pas de se préparer au divorce, mais de savoir que, attention, le divorce est possible. Et le simple fait de le savoir fait que on met des barrières, on met des clôtures, on met des règles. Et justement, c'est cela qui m'intéresse. Alors, je vais quand même rappeler, avant de parler de ce sujet bien évidemment intéressant, de toute façon, nous sommes au micro pour débattre de ces questions dans leur globalité. De toute façon, Jacob, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, je dois rappeler que tu es médecin spécialiste dans les relations conjugales, dans la famille. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. L'amour de soi commence par l'amour de l'autre, c'est bien ça ? L'amour des autres. L'amour des autres. Prendre l'enfant... Parce que c'est l'amour au sens universel, pas dans le sens uniquement filial, familial, de couple. C'est le sens aussi, mais c'est surtout dans son appréhension la plus globale. Qu'est-ce que c'est aimer dans le sens le plus général du terme ? Prendre l'enfant par la main, couple, clé pour la réussite. Non, clé pour le réussir, pardon. Couple, clé pour le réussir.
et une version donc, de ton premier ouvrage qui est revisité actuellement, qui est en cours d'achèvement. Absolument, et qui doit sortir en audio fin décembre. En version audio et en version papier. On reviendra Bien sur sûr. ces ouvrages. Alors, tu voulais qu'on commence, mon cher Jacob Azeroual, par des moments de bonheur et puis par peut-être une lumière plus optimiste, moins malheureuse, moins chaotique que la rupture que représente le divorce. Comment tu peux définir, toi, le mariage dans nos sociétés occidentales pour un peu baliser et dresser le tableau ce soir ? Alors, déjà, tu m'invites à parler, tu veux qu'on commence par le bonheur, alors on va commencer par le bonheur. Et moi, justement, c'est pas uniquement commencer par le bonheur. Il y a le cinéma français et le cinéma américain. Le cinéma français, malheureusement, d'une manière générale, finit toujours mal. Le cinéma américain finit toujours bien. Même si c'est les Martiens super armés, super puissants, etc., ça finit toujours bien. Même chose pour les histoires d'amour. Ils se sont disputés, ils ont presque au point de divorcer, etc., mais à la fin, ça se passe bien. Je suis plus partisan des films à l'américaine, donc c'est-à-dire je commence avec le bonheur, mais en tout cas quoi qu'il en soit, à la fin aussi ça doit finir sur une bonne note, happy end. Le happy end est une règle quasi obligatoire. Maintenant, pour en venir au mariage, le mariage, en effet, dans la société moderne, en tout cas depuis quelques années maintenant, c'est devenu quelque chose, malheureusement, comme tu le présentes toi, c'est-à-dire dans le sens très, très institutionnalisé, au point qu'effectivement, il y a toujours une sorte de contrat de mariage, c'est-à-dire séparation de biens, c'est-à-dire on commence déjà avec cette idée que ça peut finir, mais pas dans le sens positif du terme, mais il y a une telle méfiance qui s'instaure depuis le départ que finalement, la méfiance fait qu'elle est inductrice, en fait. Quand elle est positive, c'est bien parce qu'effectivement, elle fait qu'on prend garde, qu'on fait attention, qu'on est précautionneux, etc. Ça, c'est positif. Mais le problème, il est qu'être trop méfiant, c'est inducteur et ça ne peut finir qu'en échec, malheureusement. Mais le mariage, c'est une institution. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes contents d'être nés dans une relation maritale, que nos parents se sont mariés. Mais le mariage, c'est uniquement une histoire de cadre de stabilisation, à la fois qui stabilise le couple, parce qu'un couple qui n'est pas marié peut se séparer de manière assez labile, assez rapide, tandis que dans le cadre du mariage, c'est un peu plus stable, mais idem pour les enfants, quand ils naissent au sein d'un mariage, ça leur donne aussi cette notion de constance et de confiance en soi et dans l'avenir. Un statut juridique Exactement. Qui est propre au mariage. Exactement. Alors, tu sembles dire que finalement, il faut sortir un petit peu d'un cadre qui te semblerait trop rigide, en tout cas en amont, et pourtant, dans ton ouvrage, tu expliques bien, vivre en couple, cela s'apprend, donc il y a Absolument. quand même une mécanique psychologique, personnelle, qui permet aux gens de réussir leur mariage. Est-ce qu'on peut réussir? Est-ce qu'on peut préparer la réussite de son mariage? Alors, absolument. Alors, bien sûr, encore une fois, tout est dans l'état d'esprit dans lequel je vis cette notion de cadre ou de règle. Un cadre peut être libératoire, un cadre peut être étouffant. Si je parle par exemple du judaïsme, je prends l'exemple du Shabbat. L'exemple du Shabbat, j'ai déjà reçu des patients religieux pour qui le Shabbat c'est un enfer, et pour eux et pour leur épouse. Pourquoi? Ils vivent ça comme un ensemble d'interdictions, de castrations, de contraintes, d'astreintes, quelque chose d'extrêmement étouffant. Et pourtant, il y a des autres, moi j'en fais partie, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un juif extraordinaire, mais en tout cas le Shabbat est une notion délicieuse pour moi. Et pourquoi? Parce que j'ai intégré que les règles du Shabbat ne sont pas des règles de contrainte, mais au contraire, c'est des règles qui permettent l'épanouissement. Donc la même chose, pour un enfant, lui expliquer qu'il y a des règles, ce n'est pas des règles qui doivent l'étouffer, mais au contraire, à l'intérieur de ce cadre, il est libre et il va pouvoir s'épanouir. Donc est-ce qu'il y a des règles? Oui, mais tout dépend de l'état d'esprit de ces règles et du cadre que l'on établit. C'est un cadre qui doit être un cadre de vie, pas un cadre de mort, pas un cadre qui étouffe. Quand les règles sont mortifères, c'est qu'elles sont ou mal appliquées, ou mal perçues, ou mal définies en tout cas. Ou mal comprises. Exactement. C'est comme effectivement les règles, je ne sais pas si je prends les règles de conduite automobile, si je comprends que quand le feu est rouge pour moi, c'est qu'il est vert pour l'autre, mais inversement aussi, je comprends que c'est pour le bien-être des uns et des autres. Je ne dois pas percevoir ça comme quelque chose qui est frustrant ou castrateur. Mais c'est aussi aux gens de l'ordre, ce que j'appelle gens de l'ordre, c'est les juges, les policiers, etc., aussi de vivre ça aussi comme
une discipline, une éducation, et pas quelque chose comme une jouissance d'établir une contravention, par exemple. Alors, Jacob, depuis la nuit des temps, finalement, ces questions ne sont pas nouvelles. La question du couple, de la relation à l'autre, de la tendresse, de la famille, l'institution matrimoniale, on vient de le rappeler, sont des notions les plus anciennes qui, finalement, sont apparues avec l'espèce humaine. En tant que médecin psychanalyste, toi, aujourd'hui, à l'orée de 2020, tu t'intéresses à ces questions-là, mais finalement, s'il y avait une recette miracle, si ces règles objectives, bien assimilées, bien comprises, étaient finalement simples, on le saurait, non ? Est-ce qu'il y a vraiment une recette pour bien préparer son mariage, pour bien réussir la vie à deux ? La vie est compliquée, certes, mais elle est compliquée, je dirais, je vais être choquant, à 10%. 90%, c'est nous qui la compliquons. C'est-à-dire qu'en fait, dans la souffrance humaine que l'homme procure à l'autre ou se procure à lui, il y a à peu près 90% qui est de lui-même. Maximum 10% fait partie de son histoire. Donc si on se débarrassait déjà de toute cette fioriture de douleur qu'on peut éviter et s'éviter, ce serait déjà extraordinaire. Quand, je sais pas moi, je prends des cas de mecs nerveux, etc. Alors, ils fument, ils prennent du coca, ils prennent du café, ils travaillent énormément, etc. Et ben, il faut leur dire, commencez déjà par l'élémentaire, de vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'effectivement, de savoir que, est-ce qu'il y a des règles? Oui, mais surtout ne jamais perdre de vue que ça doit être des règles de vie. Des règles de vie, c'est-à-dire que c'est la vie qui doit primer. La vie, c'est-à-dire cette histoire de sérénité, de douceur, de gentillesse, de donner de la priorité à des choses prioritaires. Tu faisais référence tout à l'heure en utilisant une métaphore entre le cinéma français et le cinéma américain. Est-ce qu'on ne serait pas là non plus ici, en écoutant un petit peu ton analyse, même si on perçoit bien évidemment et la pertinence et l'efficacité, est-ce qu'on ne serait pas dans un monde de bisounours où finalement il suffirait à chacun de retenir que les qualités les plus intrinsèques en essayant d'exclure les défauts, mais finalement ce que tu proposes et ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, c'est-à-dire être capable pour chacun, quelle que soit l'histoire personnelle, quel que soit le vécu, quelle que soit la situation familiale, personnelle, philosophique, religieuse, le but de chacun, c'est de s'amender. Est-ce qu'il n'y a pas dans la vie une chose plus difficile que celle-ci ? Oui, mais je vais rapporter une étude scientifique qui a été faite par la police suédoise sur la meilleure méthode d'extraire, pardonne-moi ce terme, des informations de prisonniers ou de gens en garde à vue, etc. Ben, l'étude a montré quelque chose qui est extrêmement difficile à croire, mais qui est vrai en tout cas, c'est que la meilleure méthode, c'est la gentillesse. Les gens oublient cette puissance de la gentillesse qui est bénéfique à l'égard de l'autre, mais à l'égard de soi-même. Cette notion, cette manière de parler à un enfant avec gentillesse, avec douceur, cette manière de parler à son partenaire ou à sa partenaire avec gentillesse, avec douceur, de dire les choses calmement, gentiment. Ben, cette gentillesse, malheureusement, c'est ce qui manque le plus au monde. Moi, si je prends la peine, j'ai autre chose à faire qu'écrire des livres, c'est parce que malheureusement, j'ai essayé de diffuser des messages. J'ai essayé la radio, c'est tronqué. La télévision, c'est tronqué. Parce qu'on découpe. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des animateurs qui... Tout est déjà préparé à l'avance, les questions sont préparées à l'avance, on te demande de répondre, même les réponses sont ce n'est pas le cas dans notre émission là ce soir. Absolument, là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là... Et donc j'ai trouvé, même chose, j'ai travaillé dans un magazine en tant que consultant et rédacteur, idem, etc. J'ai trouvé que le meilleur support, c'est le livre. C'est pour ça que je me suis lancé dans le livre. Et j'essaie de livrer, de délivrer, de diffuser des messages positifs. Et Dieu sait si ça me demande une énergie absolument gargantuesque. Je donne juste un exemple récent, celui de ces tarés de gilets jaunes. Même s'ils ont raison, peut-être sur le fond, aller sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire la plus belle avenue du monde, et enlever les pavés, je ne comprends pas en quoi cette violence, cette méchanceté, cette agressivité, en quoi est-ce qu'elle peut être bénéfique. Et ce que je voudrais savoir, c'est que puisqu'ils se dérangent autant et qu'ils sont capables d'autant d'imagination et de délivrer autant d'énergie dans le vide et dans la destruction, pourquoi est-ce qu'ils ne la délivrent pas lorsqu'il s'agit de gens qui sont dans le désarroi, qui ont véritablement besoin d'aide. Là, je suis venu à la radio en métro. Il y avait un
monsieur d'un certain âge qui jouait une sorte de violon avec un violon trompette qui jouait absolument sublimement bien. Et il était content, il n'y avait personne dans le wagon et quand même il jouait magnifiquement bien. Pourquoi est-ce que ce genre d'artiste n'est pas aidé? Il y a des gens qui ont véritablement contribué à la construction de la France qui ne sont pas aidés. Et ceux-là, on ne montre pas de solidarité. Ceux-là, on ne démontre pas qu'on est capable de déployer autant d'énergie. Et l'énergie dans le vide, on est capable de la déployer. Dans la construction, on n'est pas capable. Juste, je rapporte encore une étude qui est absolument magnifiquement intéressante et pertinente. Une étude marketing qui a été faite dans les supermarchés. Je ne me souviens plus quelle enseigne avait lancé ça. Il disait... Un client va toujours trouver le temps de se plaindre, c'est-à-dire il va demander à voir le chef de rayon, le chef de directeur pour se plaindre, pour dire qu'il y a ça qui ne va pas, que ça ne va pas ça, etc. Est-ce qu'il va prendre le temps d'aller féliciter le chef de rayon ou le directeur de magasin pour lui dire « Monsieur, je trouve vos vendeurs, vos vendeuses souriants, souriantes, accessibles, c'est magnifique, votre magasin est extrêmement agréable, vous pratiquez des prix absolument extraordinaires. » Non, c'est-à-dire que pour les biens, il n'y a personne. Pour le mal, pour détruire, tout le monde est là. Mais est-ce que ce n'est pas, toi qui es médecin encore une fois, la nature humaine qui est ainsi faite? Mais la nature, c'est à nous, la nature. Mais on voit bien que même les animaux les plus sauvages, c'est à nous de dompter cette nature. De dompter cette nature, c'est pas dans dompter dans le sens de l'étouffer, mais de la convertir, de convertir une énergie. Il n'y a pas d'énergie négative, il n'y a pas d'énergie positive. Excuse-moi, Franck, tu es juif comme moi. En hébreu, il y a un mot qui est absolument extraordinaire, qui est le mot pour dire... défaut et qualité. Défaut et qualité n'existent pas en hébreu. C'est ce qu'on appelle midot, c'est un point de caractère, c'est une mesure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie. La même énergie, je peux l'utiliser dans le mal, dans le bien. Par exemple, têtu, il y a l'obstination et il y a la persévérance. Obstination, c'est un défaut. Persévérance, c'est une qualité. Moi, je suis quelqu'un de persévérant. C'est-à-dire que quand je n'y arrivais pas à l'école, etc., je suis persévérant. Dans mon travail de psy, quand je veux sauver un couple ou sauver une personne, je suis extrêmement persévérant. Mais c'est dans le bien, pas dans le mal. Donc c'est une énergie. La même énergie, je peux la convertir dans le mal, je peux la convertir dans le bien. C'est ça l'idée. Alors, je vais reformuler ma question au psychanalyste. Comment parvient-on à canaliser cette énergie, en faire en sorte qu'elle devienne totalement positive? Alors encore une fois, et c'est là toute la notion, c'est pas canaliser dans le sens castrateur, c'est pas canaliser dans le sens prendre sur soi, c'est canaliser dans le sens de l'utiliser à bon escient. Je prends un exemple le plus connu, qui est celui de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, quand elle est désorganisée, ça donne une bombe. Quand elle est canalisée, ça produit de l'électricité. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de canaliser dans le sens d'étouffer, de stranguler. L'idée, c'est d'utiliser à bon escient et de l'utiliser là où il faut l'utiliser. Le rabbin Citruc était un homme séduisant. Mais il n'a pas utilisé sa séduction pour séduire des femmes, Dieu préserve. Il a utilisé sa séduction pour rendre ses messages séduisants. Comment séduire ? Donc une énergie, elle est ni positive ni négative. Il y a quelques temps, j'avais participé à une émission télévision sur notamment la séduction. Et j'avais expliqué notamment, une des premières idées que j'avais évoquées, c'est d'expliquer que d'emblée, quand on dit un homme séduisant ou une femme séduisante, c'est forcément péjoratif. Péjoratif dans le sens qu'on va l'utiliser pour la séduction. Mais un homme qui est séduisant pour séduire sa femme ou une femme qui est séduisante pour séduire son mari, bien sûr je suis pour, mais pas dans l'autre sens. Alors on parlait tout à l'heure, parce que les minutes défilent rapidement. Alors on a bien vu le oui, comportement, mais cette capacité... Pardonne-moi, je suis désolé de t'interrompre de nouveau, mais il y avait une très très belle pancarte à l'époque sur les autoroutes israéliennes qui disait « Il vaut mieux perdre une minute dans la vie que perdre la vie en une minute ». C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va essayer de garder la vie et d'aller vite tout en respectant le chronomètre qui est au-dessus de nous. Alors, on a bien vu cette capacité, cette nécessité de se changer pour se construire et parfaire la relation à l'autre de façon générale. Maintenant, en cas de rupture, puisqu'on a bien vu qu'il fallait faire le maximum et que finalement le mariage est une belle institution, mais au-delà des mots, il est des cas, et tu les rencontres régulièrement, où finalement la relation matrimoniale ne peut pas se maintenir, ne peut pas se poursuivre. À ce moment-là, comment gère-t-on la séparation ? Et je vais peut-être, de façon plus précise et moins large, moins étendue, te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, assurément et plus majoritairement, est-ce que le divorce n'est pas devenu
un mode de règlement des conflits au sein du couple? Ce que j'explique d'emblée aux couples qui me consultent, c'est pas que je suis contre le divorce. Je suis contre le divorce lorsque c'est une option trop immédiate et trop systématique. Le divorce est une bonne décision lorsque ça devient un non-choix, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de la question, que j'ai vu que c'est véritablement irréparable, irrétractable. Dans ce cas-là, effectivement, on a dû se tromper de choix et que l'homme et la femme, ils n'auraient pas dû se marier. Donc dans ce cas-là, le divorce est prescrit. Et même dans ce cas-là, pourquoi ne pas se conduire comme des gens civilisés? C'est-à-dire que malgré tout, vous vous êtes aimés, malgré tout, vous avez eu des enfants ensemble. Donc à ce titre-là, on peut se comporter avec courtoisie, en tout cas un minimum de courtoisie. En tout cas, j'invite les auditrices et auditeurs à lire le livre Couple clé pour le réussir ou à l'écouter en version audio sur Amazon, ou bien bientôt vous avez L'amour de soi commence par l'amour des autres qui aborde l'estime de soi, qu'est-ce que c'est aimer de manière constructive, intéressante. Donc, Alors justement, dans le cadre de cet ouvrage à venir, il sort quand, en décembre? Fin décembre, la version audible, en tout cas audio, donc c'est L'amour de soi commence par l'amour des autres, mais il y a un important chapitre sur savoir aimer et savoir s'aimer. C'est-à-dire comment savoir s'aimer, parce qu'on comprend que l'estime de soi est à établir auparavant, avant de aimer l'autre. C'est-à-dire pour bien aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Oui, c'était d'ailleurs le titre de ton premier ouvrage. Par contre, il y a aussi une thématique qui revient, qui est abordée de façon globale dans cet ouvrage, celui du pardon. Oui. Le concept du pardon. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quelle est l'interférence du pardon dans la relation conjugale? Alors, le dire de manière succincte, ça va être extrêmement difficile. C'est ce que j'évoque justement dans le livre. L'amour de soi commence par l'amour des autres, où j'explique qu'effectivement, je pensais que c'était définir aimer qui était un sujet extrêmement complexe. Et idem, je pensais que le problème de la relation humaine, quand je parle de la relation humaine, c'est-à-dire avec les autres, était surtout un problème d'amour de soi ou d'amour de l'autre. Mais quand j'ai abordé et j'ai analysé et essayé de développer le sujet du pardon, je me suis rendu compte à quel point est-ce que le pardon de soi et le pardon de l'autre, être capable de pardonner et être capable de demander pardon, était à l'origine de beaucoup de souffrances et de beaucoup de problématiques. Notamment dans le couple. Pourquoi? Très souvent, on a cette problématique qui est générale, mais en particulier dans le couple, cette incapacité à demander pardon. Les gens sont une sorte d'emprisonnement, dans une sorte d'orgueil, et ils sont incapables de demander pardon. Or, parfois, le simple fait juste de dire « Chérie, je te demande vraiment pardon, je regrette de t'avoir fait de la peine, de t'avoir humilié, de t'avoir mal parlé, de ne pas avoir été présent au moment où tu avais besoin de moi », des choses de cet ordre-là. Le simple fait de présenter des excuses, de demander pardon, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il est libératoire. Il est libératoire à la fois de soi, parce que véritablement c'est une sorte de bouffée d'air et d'envolée de montgolfière, mais à la fois de libération de l'autre. Il se dit enfin, il m'a demandé pardon, elle m'a demandé pardon, on peut avancer, on peut essayer de construire ou de reconstruire ensemble. Alors le pardon par rapport à autrui, mais également le pardon par rapport à soi-même. Absolument. De toute façon, même le pardon quand il est à l'autre, c'est par rapport à soi-même. Parce que quelque part, et j'évoque à un moment, je pose cette question, pourquoi est-ce que dans certaines traditions, donc notamment la nôtre, il est recommandé, entre guillemets, de demander pardon aux défunts, aux disparus? Alors, c'est une question que je me suis posée. En fait, alors qu'il n'est pas là, il n'est plus là, il n'écoute rien du tout. Donc, pourquoi demander pardon? En fait, c'est parce qu'on se pardonne à soi-même. J'explique, en fait, c'est le pardon par rapport à soi. Parfait. Très joli. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Jacob de Azeroual, la fin qui annonce un début. De la fin de notre émission. Avant de vous inviter à nouveau, Jacob, avec plaisir. Début 2019. Merci d'ailleurs à Judaïque FM et merci Franck Serpati de m'avoir invité. Merci à toi, Jacob Azeroual. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Je rappelle donc que tu es l'auteur de nombreux ouvrages et notamment d'un ouvrage qui va être réédité sous une version revisitée. Complètement revisité, oui. Version papier et version audio à partir de la fin d'année, début 2019. L'amour de soi commence par l'amour des autres. Avec comme sous-titre Savoir s'aimer. Savoir s'aimer, tout un programme est très joli. Jacob Azeroual, merci encore une fois, merci très bientôt. De rester avec nous, notre émission s'achève, mais vous avez dans quelques secondes Classique, vous avez dit Classique, qui vous est présenté par Laure Schnapper. Je vous retrouve quant à moi dans 15 jours. Un dernier mot rapidement? Rapidement, juste pour dire que les gens qui veulent se procurer mes livres, que ce soit en papier, e-book ou audio,
Ils vont sur Amazon ou dans les bonnes librairies. Vous tapez donc couple clé pour le réussir et vous l'avez sur Amazon. Amazon, la Ou Fnac et toutes les bonnes librairies suivant absolument. la formule consacrée. Exactement. Jacob Ezroual, merci Merci. beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.